Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre des webinaires organisés par l'association d'Al-Zour, nous avons choisi d'aborder ce soir les troubles dépressifs qui sont fréquemment rencontrés chez les personnes qui sont atteintes de cancer. On sait que durant les traitements en oncologie, le dépistage, l'évaluation et le traitement de ces troubles dépressifs sont très importants car ils impactent la qualité de vie du patient ainsi que la tolérance et l'adhésion aux traitements spécifiques au cancer. Certaines études démontrent aussi qu'il est possible, qu'il existe une relation entre le cancer et la survie. Alors, pour nous éclairer sur les liens qui existent entre le cancer et la dépression, nous avons posé à nos éminents intervenants les questions suivantes. Alors, quelle est l'influence du stress et de la dépression sur l'apparition et l'évolution d'un cancer? Y a-t-il une relation entre des événements de vie négatifs et l'apparition d'un cancer, comme le deuil, le divorce, la perte d'emploi? La dépression est-elle un facteur aggravant des cancers? Quels sont les signes de la dépression chez une personne atteinte de cancer? Quel est l'impact de la dépression sur le pronostic? Comment traiter la dépression pendant les traitements d'un cancer? Et enfin, quel est le rôle de la psychothérapie et des thérapies complémentaires? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, permettez-moi ces quelques mots sur l'association d'Al-Zour. Alors, d'Al-Zour, sa mission première, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui sont touchées par le cancer, femmes, hommes et quel que soit le type de cancer, pour améliorer leur qualité de vie, les aider à mieux supporter les traitements et à mobiliser toutes leurs ressources pour faire face à cette maladie. En fait, l'association d'Al-Zour, c'est avant tout un lieu chaleureux, agréable, pour un accompagnement par des soins de support ou des thérapies complémentaires. Et tous nos intervenants sont des bénévoles professionnels de l'accompagnement dédiés au mieux-être des personnes qui font face à cette maladie, qui traversent cette épreuve. Aujourd'hui, D'Al-Zour existe à Casablanca et nous espérons ouvrir une maison à Rabat en 2022. Dans cette période de crise sanitaire, nous avons privilégié les séances individuelles de soutien psychologique, de soins de bien-être, et nous continuons les groupes de parole ainsi que les groupes de thérapie sportive dans le respect strict des règles sanitaires avec un maximum de 5 personnes par groupe. Le rôle d'Al-Zour, c'est également d'informer, de sensibiliser le grand public, comme nous le faisons aujourd'hui, à travers l'organisation de conférences, de rencontres et de webinaires. Et toutes ces actions ne sont possibles que grâce au support de nos donateurs et partenaires. Et je tiens à remercier aujourd'hui particulièrement les laboratoires Sun Pharma, Afrique Phare et Botu pour leur soutien institutionnel à ce webinaire. Alors, pour parler du sujet qui nous intéresse ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir professeur Nisrine Khoubila, professeur en hémato-oncologie au CHU de Casablanca, docteur Nawel Bouir, radio-oncologue dans le secteur libéral à Casablanca, professeur Adil Khoubila, professeur agrégé de psychiatrie et psychothérapeute au CHU à Casablanca. Je vous remercie vivement pour votre présence et votre soutien et contribution aux actions de D'Al-Zour.
À tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session. Alors, professeur Nisrine Khoubila, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Gherbi. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Madame Gherbi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver le staff de l'équipe de Darzhor et à leur tête Myriam Siri, qui vraiment porte le projet de l'accompagnement du patient atteint de cancer et son soutien tout au long de son parcours. C'est aussi un plaisir d'être parmi mes amis et collègues, Dr Bouyer Nawel, mais aussi Dr Khoubila Aidil, pour parler d'une thérapeutique, d'un sujet qui est très important, et c'est le cancer et dépression. Je vais commencer par parler de cancer et détresse psychologique de manière générale. Et je vais démarrer ma présentation avec un cas clinique. C'est un cas clinique d'une jeune patiente qui a bien voulu se confier à moi et me donner beaucoup d'informations dont on va tirer beaucoup de leçons. C'est son vrai nom. Elle a pas voulu se cacher. Elle a voulu partager son cas clinique. Elle s'appelle Fatem Zahra. Elle est 30 ans. Elle est divorcée. Son père est décédé par un cancer du poumon, malheureusement diagnostiqué à un stade assez tardif et donc directement référé à l'unité des soins palliatifs. Elle vit avec sa maman qui a une santé fragile et son frère qui a des habitudes toxiques assez prononcées. Elle a eu son bac en 2011, puis un diplôme d'études supérieures. Elle a travaillé d'abord dans le milieu médical, puis dans une société privée. Elle se décrit elle-même, je reprends ses propres termes, comme étant une belle femme active. Elle prend soin d'elle, prend soin de son image. Elle se marie en 2018 et quitte le Maroc, beaucoup plus pour s'enfuir de son contexte familial. Et en novembre 2018, elle commence à ressentir des malaises, des signes généraux, une fièvre, perte d'appétit, amaigrissement. Elle se gratte tout le temps. Elle commence à avoir des ganglions cervicaux qui augmentent progressivement de taille au fur et à mesure. Au début, elle n'y prête pas attention, mais après, elle s'inquiète. En juillet 2019, elle retourne au Maroc et c'est là que je commence à la suivre. Nos investigations nous mènent au lymphome de Hodgkin. Malheureusement, quand il est diagnostiqué à un stade assez avancé parce que la durée d'évolution des symptômes était assez importante. Elle démarre son parcours de soins, 8 cures de chimiothérapie étalées sur 8 mois. Là, elle décrit son état psychique comme étant pas mal. Elle a publié aussi un post sur les réseaux sociaux et sur un groupe qui est suivi par des centaines de milliers de femmes. Et elle a eu beaucoup de soutien, beaucoup de témoignages, beaucoup de prières qui l'ont réconfortée. Elle avait aussi le soutien psychique et financier de son mari, donc ça allait. Donc au fur et à mesure des cures de chimiothérapie, elle a commencé à avoir de la fatigue et liée à la chimiothérapie, à la gestion difficile des symptômes, l'altération de l'image qui commence à se faire sentir, l'attente douloureuse des évaluations, est-ce que je vais répondre, je ne vais pas répondre, les conflits familiaux qui s'accentuent et le mari qui s'éloigne de plus en plus. Elle termine sa chimio et reçoit sa radiothérapie. Et puis, une nouvelle vie commence, nouveau départ, les cheveux qui repoussent, la prise de poids, retrouve son apparence d'avant, elle prend soin d'elle-même et puis elle se prépare pour aller rejoindre son mari. Et, en fait, elle dit que c'est pour s'enfuir de son milieu qui est assez toxique. Juste avant son départ, réapparition d'un nouveau ganglion. Et puis là, c'est panique totale. Je ne retrouve plus la même jeune femme. Elle pleure tout le temps, elle a peur, elle est craintive. Et quand même, elle a le courage de démarrer le parcours du combattant puisqu'elle va faire tous ses bilans, elle va s'acharner pour les faire dans les temps, de faire son PET scan, sa biopsie. Et le diagnostic, il tente de reprise évolutive. L'annonce, elle est très difficile. D'ailleurs, sur le point de vue du traitement, on va traiter un peu plus intensément avec une autogreffe de cellules sous hématopoïétiques. Retour à la case départ, elle est très déçue. Elle n'aime pas déjà sa structure de soins. Dès qu'elle s'approche de l'hôpital, elle commence à vomir. Elle stresse, elle envisage la mort. Elle craint encore une altération de l'image de soi.
Et elle revient à l'image de son père qui était agonisant parce que il a eu quand même une agonie assez difficile. Elle a peur de finir comme lui. Et malheureusement, à l'entourage, des fois, il peut avoir des mots qui sont très, très durs. Son entourage lui insinue, tout simplement, ils lui disent bah, attention, ben, peut-être que tu vas finir comme lui, alité, on ne va pas te traiter, tu vas mourir. Donc, elle n'arrive pas à accepter et elle pleure tout le temps. Son contexte familial devient aussi de plus en plus compliqué. Son mari décide tout seul de divorcer, il libère la maison familiale. Elle dit ma vie est un échec. Je reprends vraiment ses propres termes. Elle envie les gens qui sont dans la rue parce qu'elle se dit eux ils sont en bonne santé donc pourquoi moi Dieu me punit. Elle prie Dieu pour qu'elle meure et en finisse de ses souffrances. Et là, je lui pose la question, quelle souffrance? Ben, si c'est physique, on va pouvoir traiter, il y a de quoi traiter la douleur. Elle me dit non, ce sont des souffrances psychiques. Je voudrais mourir pour ne plus souffrir. Donc, on l'a adressée bien évidemment en psychiatrie, où elle a été vue par un médecin, suivie régulièrement, traitée par antidépresseurs et anxiolytiques. On lui a aussi proposé d'intégrer un programme de thérapie intégrative avec une proposition d'hypnose, de méditation en pleine conscience et aussi de groupe de parole. Actuellement, elle a reçu 2 cures de chimiothérapie de rattrapage. Elle est dans un meilleur état psychique. Elle accepte enfin de s'ouvrir sur le monde extérieur puisqu'elle refusait tout contact avec le monde extérieur. Elle disait que sa vie était en pause jusqu'à ce qu'elle ait la garantie qu'elle soit guérie de sa maladie. Donc, que peut-on tirer comme conclusion de ce cas clinique? D'abord, moi personnellement, j'ai eu un regard qui est complètement différent sur la patiente elle-même. Je la connaissais il y a 2 ans et ce qu'elle m'a raconté m'a fait comprendre que finalement la maladie, cette partie maladie, c'est vrai qu'elle est là, qu'elle est présente, mais elle est diluée dans une tonne de problèmes environnementaux, sociaux. Il est bien évidemment clair que ces mécanismes d'adaptation étaient vraisemblablement dépassés. On se pose la question, à quel moment fallait-il l'orienter vers un suivi? Est-ce psychologique? Est-ce psychiatrique? Donc, notre collègue Adil Khoubila, peut-être tout à l'heure, il commentera ce cas clinique pour nous dire qu'est-ce qui aurait été opportun, comment on aurait pu mieux gérer sa situation. Et puis, c'est le rôle du soutien psychologique et des thérapeutiques intégratives qui viennent vraiment bien avant, c'est-à-dire on n'attend pas que la situation soit catastrophique pour le patient. C'est vrai que dans son cas, on ne prévoyait pas qu'elle ait cette forme assez sévère et qu'elle récidive très précocement, mais peut-être fallait-il l'orienter, l'intégrer dans des groupes de parole plus précocement, peut-être que le niveau de stress aurait été moindre. Donc, pour définir et juste pour rentrer dans le vif du sujet, parce que je suis hématologue et je traite les cancers du sang, donc je voudrais quand même les définir. C'est un groupe qui est assez hétérogène de cellules, des cancers de cellules sanguines et de leurs précurseurs. Ils comprennent de manière générale les leucémies, les lymphomes, le myélome, les syndromes myélodysplasiques. Ils sont d'agressivité très variable avec des pronostics très différents. Les traitements varient des chimiothérapies les plus intensives, les greffes de moelle, à la simple expectative. On surveille, juste on surveille le patient, donc on ne traite pas, on retrouve le cancer, on le surveille et on voit venir. Le nombre par an, c'est 850 000 nouveaux cas. Au Maroc, c'est 4 000, mais il y a toujours des cas qui sont cumulés, c'est-à-dire les nouveaux patients, mais aussi les anciens patients qui sont encore sous traitement. C'est vrai que les traitements ont un effet qui est assez bénéfique, mais ils peuvent entraîner des effets secondaires, une altération de la qualité de vie, de l'incertitude et une remise en cause de l'avenir. Il y a une particularité aussi de l'hématologie, c'est qu'il y a beaucoup de traitements innovants qui ont permis de chroniciser la pathologie, c'est-à-dire que le patient, il évolue toujours en mode de poussée-rémission. On arrive à le mettre en rémission, puis il reprogresse en retraite, et c'est comme ça. Donc, c'est très difficile pour les malades d'accepter, et c'est très difficile pour les malades de savoir, donc ils ne sont pas sortis d'affaires, que peut-être ils vont rechuter un jour ou l'autre. Alors, la dépression au cours du cancer, c'est le trouble mental le plus fréquent des patients atteints de cancer. Et de manière générale, dans la littérature, on s'intéresse moins aux hémopathies malignes que les tumeurs solides. Peut-être c'est par rapport au nombre ou bien juste parce que l'hématologie est une spécialité qui est assez nouvelle.
Donc, il y a beaucoup de publications pour les cancers, c'est les tumeurs solides de manière générale, mais les hémopathies malignes, beaucoup moins. La dépression impacte sur le sommeil, la fatigue, l'adhérence au traitement et la qualité de vie et la survie. La prévalence, elle varie de 17,6 à 66,7. Et là, vraiment, je porte une attention à ce 66,7 parce qu'il paraît un peu biaisé, puisque les études qui ont décrit ce taux de prévalence qui est très, très élevé, c'était des études qui ont été faites chez une population qui, à la base, avait des chiffres de dépression chez les personnes non atteintes de cancer assez élevés, de l'ordre de 36%. Et donc, vraiment, quand il y a eu la prévalence corrigée sur une cohorte de plus de 100 000 patients, elle a été de 18,4%, qui semble plus juste. Cette dépression, elle varie en fonction de l'âge, du sexe, du statut social, de la nature et de la sévérité de la maladie. Si on voit la prévalence par catégorie de troubles, on retrouvera que le syndrome dépressif majeur, c'est 14,9%, le syndrome dépressif mineur, c'est 19,2%, les troubles de l'anxiété, c'est 10%, les troubles d'adaptation, c'est 19%, et les troubles de l'humeur, 2%. Alors, les stress a un effet de manière indiscutable, et c'est en neurosciences, en biologie, en psychologie, les symptômes psychosomatiques peuvent être causés par le stress. Et le stress, c'est un état dans lequel les exigences environnementales ont dépassé les capacités de régulation de chaque individu. Et d'autant plus dans le cadre des cancers du sang, puisque ce sont des événements qui sont incontrôlables avec des résultats qui sont souvent imprévisibles. Et donc, ça induit un stress qui est psychologique, qui découle de l'incertitude de l'avenir. Et ça, c'est très important. Le patient, il ne sait pas est-ce qu'il va s'engager dans des projets financiers, projets familiaux, que va-t-il faire pour des enfants? Ce sont de grandes questions existentielles à laquelle les patients est confronté et finalement, il n'a pas vraiment de réponse. Et même les médecins, on ne peut pas leur donner de réponse parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Et le processus de gestion du stress dépend de variables environnementales et de personnalité, et c'est-à-dire que ce sont des notions qui sont purement individuelles. Chacun de nous, il a sa sculpture, son squelette émotionnel, sa personnalité à part, son environnement, et donc on va avoir une adaptation mentale au stress qui va être différente d'un individu à un autre. Alors, l'impact du niveau de stress qui est mesuré par le score de l'échelle de stress, il trouve que chez les patients qui sont atteints d'hémopathie maligne, ils ont 50% de score plus élevé. Ils ont une faible survie et une mortalité élevée chez ces patients dont le score de stress il est élevé. Il est supérieur, on a comparé ce score de stress qui est élevé, on l'a comparé aux patientes atteintes de cancer du sein après chirurgie. Pourquoi après chirurgie? Parce que la chirurgie du sein chez la femme, c'est un geste qui est quand même assez invasif. Donc, on estime que le niveau de stress à ce moment-là, il est très important. Donc, au cours des hémopathies malignes, le niveau de stress, il dépasse le niveau de stress d'une patiente qui est atteinte de cancer du sein et opérée qui vient d'être récemment opérée. Alors, les facteurs qui vont augmenter ce stress sont la gestion difficile des symptômes, la peur, l'altération de la qualité de vie. Et le niveau de stress perçu est associé à l'adaptation mentale et contribue à l'amplification des symptômes dépressifs. Ce qui nous conduit à dire que la dépression au cours du cancer n'est pas seulement liée au cancer lui-même, mais à la perception et à l'interprétation des situations. Et on a vu que durant le lymphome et le myélome, les scores d'adaptation étaient moins bons et étaient corrélés à une détresse psychologique beaucoup plus sévère. Les patients avec de faibles scores de combativité s'étaient mal adaptés à leur diagnostic de cancer. Et de même, les émotions positives ont un effet protecteur vis-à-vis des symptômes dépressifs et les émotions négatives sont significativement associées à des symptômes dépressifs. Donc, l'adaptation mentale, elle va servir de filtre à travers lequel passe le stress perçu, déterminant le ressenti des symptômes dépressifs. Et donc, chaque personne, elle a un comportement qui est différent. Ce n'est pas pour dire que les personnes qui arrivent à accepter leur maladie, à vivre avec, qui ont un esprit combatif, ce sont de bonnes personnes. Les autres qui n'y arrivent pas, non, ce n'est pas pour pointer du doigt une certaine catégorie, mais juste pour dire que, attention, il y a des personnes qui ont des besoins beaucoup plus spécifiques que d'autres.
Quel est le rôle et la place des thérapies intégratives? Aujourd'hui, je ne vais m'intéresser qu'à la méditation en pleine conscience parce que c'est l'exemple de thérapie intégrative qui a le plus haut niveau de preuve. Donc, la méditation en pleine conscience, c'est une attention soutenue qui va être portée sans jugement à l'expérience de l'instant même, aux états et processus perceptibles qui se déroulent moment après moment. La pratique, elle vise à porter une attention soutenue à l'évolution de l'expérience individuelle sans chercher à l'évaluer, l'analyser, l'interpréter, l'éviter ou la modifier. C'est une forme d'observation naturelle des phénomènes perceptibles qui se déroulent sans évitement ou contrôle de ceux-ci. Comment? Il faut décentrer les patients de ses pensées et de ses émotions, réaliser qu'il s'agit d'événements transitoires, ne pas s'identifier à ces événements ou croire qu'il s'agit d'un reflet exact de la réalité et accepter les expériences, qu'elles soient plaisantes ou qu'elles soient déplaisantes. Et ce qui aura pour conséquence, d'abord sur le plan psychique, une meilleure perception de la réalité des phénomènes, une réduction des émotions pénibles, une amélioration des capacités d'ajustement et une diminution des symptômes anxieux et dépressifs. Mais ce qui est formidable, c'est vraiment qu'il y a aussi un impact physique, pas seulement psychique, mais aussi physique, par l'amélioration des fonctions immunitaires, la diminution de l'inflammation et du cortisol, qui est l'hormone de stress, la diminution de la pression artérielle et l'augmentation de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc, la méditation en pleine conscience, elle a un effet bénéfique de manière indiscutable. Elle a été même utilisée pour les adolescents qui sont atteints de cancer. Mais ceci dit, elle nécessite encore d'être standardisée, c'est-à-dire tous les personnes qui la pratiquent doivent standardiser les protocoles, les prescriptions et les unifier pour qu'elles puissent être reproductibles et testées. Ça passe évidemment par plus d'études randomisées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la méditation en pleine conscience, elle a un effet bénéfique aussi pour les soignants, notamment la réduction du stress et une meilleure qualité de vie, une compassion et plus d'empathie. Alors, mon deuxième cas clinique, c'est à propos d'une patiente qui est âgée de 70 ans. Elle est célibataire, retraitée. Elle a été suivie pour dépression chronique depuis 2004. Et puis, elle a été suivie chez nous au service depuis 2016 pour une gammapathie monoclonale, c'est-à-dire un état, on va dire, c'est un état qui peut se transformer en cancer. C'est une patiente qui est caractérisée par un niveau d'anxiété très élevé. Elle a consulté, visité plusieurs médecins et à chaque fois, avec les médecins, ça ne se passe pas bien, très anxieuse, elle les suit dans les couloirs, ce qui fait que à chaque fois, elle changeait de médecin traitant. En 2019, sa maladie, son état, il s'est transformé en véritable cancer, qui est le myélome multiple. Et puis là, on démarre un traitement. Et ce qui est très paradoxal, c'est quand on démarre le traitement, elle s'apaise. Elle est plus calme, elle vient en consultation, au cours du suivi, elle est très calme. 3 ou 4 mois après le début du traitement, elle commence à avoir des plaintes inexpliquées conduisant à des explorations qui sont pour le plus souvent normales. Donc, des douleurs cardiaques, de l'asthénie, fatigue, une anorexie très importante. Elle pèse 40 kilos, des fois même on est entre 35 et 40 kilos. Et puis, contrastant avec l'évolution de sa maladie, quand on voit les bilans, c'est pas quand on voit la personne. La personne, elle est très altérée, elle est très fatiguée et son bilan, c'est un bilan, elle répond bien au traitement, elle évolue bien. Malheureusement, on décide à un certain moment de s'arrêter parce que c'est plus possible de continuer. Entre chaque cure, elle revient avec un dossier non négligeable d'examens complémentaires, de visites de spécialistes différents. Et finalement, on décide de s'arrêter parce qu'on se dit c'est pas possible. Et donc, ces symptômes et son état physique ont impacté directement la suite du traitement. À un certain moment, puisqu'elle était suivie chez son psychiatre, je décide de lui poser la question juste d'avoir un contact et de pouvoir parler à son psychiatre pour voir peut-être adapter le traitement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je lui pose la question, est-ce que ça va psychiquement, est-ce que vous allez voir votre psychiatre, elle explose.
Elle pleure, elle crie. D'ailleurs, j'étais très étonnée de sa réaction et elle raconte que ça fait 2 mois, sa sœur a eu l'Alzheimer. C'était la même période que là où elle a commencé à avoir des plaintes qui étaient très importantes. Sa sœur qui la prenait en charge a eu un Alzheimer et donc du coup, elle ne pouvait plus la prendre en charge. Et donc, se posait le problème de moyens, le problème de son avenir, une petite retraite, elle n'a pas de quoi assurer, elle n'a pas de quoi payer les services d'une tierce personne pour s'occuper d'elle. Et donc, après, c'est elle-même qui conclut et elle me dit, voilà ce qui me fait mal. Donc, je la regarde les yeux grands ouverts. Bien évidemment, je la réadresse chez son médecin, je discute avec lui pour essayer de l'apaiser, de la soulager un peu. Donc, que peut-on tirer c'est quoi les conclusions de ce deuxième cas clinique? C'est que l'état psychique et la dépression antérieure mal suivie ont impacté son plan de traitement de manière indiscutable, puisqu'on pouvait aller jusqu'au bout, étant donné les résultats qu'on avait déjà obtenus, que cette patiente, elle avait besoin d'un accompagnement qui était spécifique, au lieu de faire le tour des médecins et de perdre trop de temps et d'argent. Elle aurait besoin juste de revenir chez son psychiatre et de ne pas arrêter le traitement. Et puis, ça a eu un impact, ça va avoir un impact sur la survie parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de son traitement. Donc, ce qui a été prouvé, c'est que parmi les facteurs qui favorisent la dépression ou les troubles d'adaptation pendant un cancer, c'est déjà une dépression antérieure, et c'est le cas de notre patiente, mais aussi un faible niveau de soutien. Maintenant, après le cancer, est-ce que cette histoire de dépression, on en finit ou bien c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps? Les études ont prouvé qu'au cours des 5 premières années après le cancer, une personne sur 6 souffre de troubles dépressifs. Et si on cumule dépression et troubles d'adaptation, c'est 1/3 des personnes qui en souffrent. Et donc, ça fait une grande partie de personnes qui sont atteintes de cancer, des personnes qui sont guéries et qui vont avoir besoin d'un suivi particulier. Et parmi les recommandations qui ont été émises, c'est de simplifier les critères standardisés pour que nous tous, cliniciens, on puisse évaluer ces patients et vraiment s'intéresser à des items particuliers, notamment la qualité de vie, la détresse psychologique, les activités quotidiennes, les besoins non satisfaits et le désir d'aide. Tout ça, si vraiment il y a une ouverture, si on peut vraiment aider le patient dans ce sens-là et à dépister les personnes qui ont beaucoup plus besoin d'un suivi plus que d'autres. Donc, je vais terminer ma présentation par dire qu'il y a une réflexion mondiale pour l'amélioration de la prise en charge des patients atteints d'hémopathie maligne dans leur globalité, c'est-à-dire inclure aussi le volet psychique et d'accompagnement et qui doit être centré sur la personne. Il y a la nécessité de développer une approche individuelle et d'améliorer l'adaptation mentale qui soit active et positive et vraiment rechercher la détresse psychologique et aller la traiter. Œuvrer pour l'expression des pensées positives et négatives. Les pensées positives pour profiter de leurs bienfaits et négatives, justement, des fois, ce sont des choses qui sont très simples qu'il faut aplatir et donc on peut éradiquer ces pensées négatives. Ne pas hésiter à traiter précocement les symptômes de dépression et le rôle important, le soutien familial, le soutien de la société, très important, le soutien psychologique dès le début et intégrer, c'est-à-dire mettre le patient dans des schémas de thérapie intégrative qui auront pour but de diminuer le niveau de stress et d'anxiété. Et donc, je terminerai vraiment ma présentation par une invitation au débat, parce que c'est un débat que j'estime très important et sur lequel on ne se penche pas du tout. Et vraiment, je voudrais inviter l'association Darsvor et Myriam, parce qu'avec Myriam, on a eu une très belle expérience en 2016 et où elle nous a accompagnés, elle a accompagné les médecins, elle a accompagné les infirmiers et elle a perçu vraiment la vraie détresse des soignants et qui souffrent d'épuisement professionnel. Et dans la bibliographie, les soignants de cancer, l'épuisement professionnel, il peut toucher une personne sur 3. C'est vraiment énorme. Et quand on a une meilleure santé mentale des soignants, on va avoir une meilleure communication et une meilleure interaction, une meilleure expression des émotions, une adhérence au
traitement et aussi une confiance. Beaucoup de patients trouvent que leurs médecins sont froids, qui sont trop stricts, qui sont à la limite inhumains, mais des fois, la plupart des fois, je dirais, ça cache vraiment une peur de s'engager émotionnellement. Et donc, c'est ce contact-là très difficile entre soignants et patients. Il faut ouvrir ce débat, il faut parler, il faut discuter justement pour améliorer les conditions, que ce soit des patients ou bien des soignants. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Et je donne la parole à mon ami Dr Nawel Bir pour traiter de la seconde partie. Merci. Je tiens à remercier l'association Darzhour à mon tour de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est très intéressant et de remercier tous les soignants qui sont dans cette association pour les merveilleuses choses qu'ils font pour les patients. Alors, je vais partager mon écran. Alors, moi, j'ai une approche complètement différente du docteur Khoubila. Alors, partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. C'est bon? Alors, je me présente, je m'appelle Nawel Bouy, je suis radio-oncologue dans le secteur d'Ibéral et je vais essayer de parler des cancers comme tumeurs solides. Alors, le cancer n'est plus une maladie rare. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est assez fréquente. Certains vont parler même d'épidémie, parce que ça touche actuellement à l'échelle mondiale un homme sur 5 et une femme sur 6. Et quand on parle de cancer, ce n'est pas le cancer, mais ce sont les cancers. Ces cancers-là sont différents par les organes qui sont atteints, différents par les stades et surtout différents par leur survie. L'évolution est souvent logique, on va dire, en fonction des données cliniques que nous avons, mais il y a parfois des évolutions qu'on va appeler miraculeuses, où on s'attend à voir les gens rechuter rapidement, et puis en fin de compte, non, ça ne vient pas. Et d'autres évolutions qui sont désastreuses, où, contre toute logique scientifique, les patients vont rechuter ou vont partir précocement. Alors, on s'est posé la question, si la science n'arrive pas à l'expliquer, est-ce qu'il y a un rôle des émotions et notamment de la dépression dans ces évolutions? Alors, je voulais d'abord commencer par définir le cancer pour pouvoir comprendre un peu l'impact de la dépression sur le cancer. Alors, le cancer, c'est une perte de contrôle accidentelle de la régulation normale des cellules. Normalement, dans le corps, on a un état d'équilibre entre la prolifération cellulaire et la mort cellulaire. Et quand il y a un cancer, on a une prolifération anarchique des cellules qui va échapper complètement aux mécanismes normaux de différenciation, c'est-à-dire de spécialisation des cellules. Chaque cellule est spécialisée parce qu'elle a un rôle qui est bien défini dans le corps humain, mais aussi qui va échapper aux mécanismes de régulation de la multiplication. D'autre part, ces cellules tumorales vont avoir la capacité d'envahir les tissus normaux avoisinants tout en les détruisant et la possibilité de migrer à distance pour former ce qu'on appelle des métastases. Un petit mot sur la carcinogénèse ou la formation du cancer. Vous avez sûrement dû entendre parler de ces 3 étapes, l'initiation, la promotion et la progression. L'initiation, c'est une lésion qui va se faire au niveau de l'ADN d'une cellule suite à une agression extérieure. Et cet ADN, une fois qu'elle va être lésée, soit la cellule est capable de la réparer grâce à des gènes protecteurs d'ADN ou des gènes anti-cancer, soit la cellule va se mettre en apoptose, c'est-à-dire qu'elle va
presque se suicider vu qu'elle ne se reconnaît pas, ou échapper au contrôle cellulaire. Et c'est là qu'elle va commencer à se multiplier et à former des clones pour passer à ce qu'on appelle la promotion et ensuite la progression. Il faut savoir que la cancérisation ou la carcinogénèse, c'est un processus long qui peut prendre parfois plusieurs années. Alors, ces facteurs de la carcinogénèse ou ces facteurs de risque, il est important de les connaître. Dans 5% des cas, c'est une cause qui est génétique. Alors, tout le monde sait que certains cancers du sein sont familiaux, mais aussi d'autres cancers tels que l'ovaire, le côlon, la prostate, la thyroïde ou le rétinoblastome, qui est une tumeur qui touche les enfants. Savoir qu'on est porteur de ce gène est important parce qu'on va pouvoir faire des dépistages plus tôt, parfois proposer des gestes plus ou moins agressifs pour éviter que les patients développent un cancer ou au moins que le cancer soit diagnostiqué à un petit stade qui sera gérable. D'autres facteurs de risque sont des facteurs comportementaux et ça, c'est plus de 40% des cancers. Il est important de les connaître parce que ça va permettre de les éviter, tels que le tabac, une consommation excessive en alcool, mais aussi une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique ou une exposition solaire. Quand on les évite, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire et on va pouvoir diminuer le risque d'attraper, on va dire, entre guillemets, un cancer. Il y a aussi des facteurs environnementaux tels que les agents physiques, les rayons X délivrés qui vont être délivrés en effet pendant des accidents nucléaires, mais aussi chimiques chez les gens qui travaillent dans certaines usines, biologiques, certains parasites, certaines bactéries ou certains virus sont cancérogènes. En ce qui concerne la téléphonie mobile, le débat est encore ouvert. Probablement que oui, mais il y a un tel lobbying derrière que je ne pense pas qu'on puisse le démontrer à un moment. Alors, une fois que ces cellules se développent et qu'elles forment un carcinome ou un cancer, ces cellules sont capables de se détacher et d'aller migrer via la circulation générale. En plus de ça, les tumeurs sont capables de sécréter des facteurs de l'angiogénèse qu'on appelle les VEGF, qui vont former une néovascularisation des néovaisseaux complètement anarchiques, mais qui vont apporter beaucoup de sang et avec eux tout ce dont la tumeur a besoin pour pouvoir se développer de façon complètement indépendante. Heureusement pour nous, nous avons des défenses naturelles qui sont là, vu que nous fabriquons tout le temps et tous des cellules tumorales et la plupart du temps, ces cellules tumorales vont être détruites grâce à l'immunité. Donc, l'immunité se fait via les cellules telles que les lymphocytes T, mais aussi des cellules natural killers qui sont capables d'encercler, de déjà reconnaître la cellule cancéreuse comme un corps étranger et de l'attaquer pour pouvoir la neutraliser. Il y a aussi les macrophages qui vont littéralement presque engloutir la cellule tumorale pour la détruire. Il y a d'autres cellules, d'autres lymphocytes T, les lymphocytes B, etc. Donc vraiment, à l'intérieur de nous, nous avons les défenses qui sont là, des défenses naturelles qui sont là justement pour contrer la formation de cellules tumorales. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, qui est la dépression et le cancer. Alors, la dépression, comme l'a bien dit Dr Roubila, est souvent présente chez le cancéreux. Dans certaines études, on parle de 4 fois plus présence chez le cancéreux par rapport à la population générale. Parfois, les chiffres sont moins importants parce que les symptômes de la dépression étant multiples, certains vont se confondre avec ceux du cancer. Donc, parfois, il est difficile de faire la différence entre les deux. Et il semblerait que la dépression et le stress soient associés à une augmentation de l'incidence des cancers et malheureusement une augmentation de la mortalité de ces patients atteints de cancer. Plusieurs études ont tenté de le prouver. Il existe plus de 150 études dans la bibliographie
Mais la plupart de ces études ont des problèmes de méthodologie. Les preuves sont souvent indirectes et ce qui est assez étonnant, tous les articles utilisent le conditionnel, quelle que soit la langue utilisée. Alors, la dépression est souvent associée au stress et à l'anxiété. Ces états ont un impact comportemental qui est avéré. On va avoir une perturbation du sommeil, une perte de l'appétit qui va alimenter la fatigue. On va avoir une augmentation des habitudes toxiques que sont le tabac, l'alcool, la prise d'alcool, une mauvaise hygiène de vie, et tous ces comportements sont impliqués dans la carcinogénèse, comme on l'a vu. On aura une plus grande sensibilité aux symptômes du cancer et aux effets secondaires des traitements. Et cela va donner une diminution de l'observance des traitements spécifiques ou des traitements qui sont vraiment importants pour pouvoir gérer le cancer. Les gens vont s'absenter, ne vont pas venir à leur rendez-vous de chimio ou de rayon. Et tout ça, bien sûr, va impacter sur la survie de ces patients. En plus, c'est des gens chez qui on voit leur qualité de vie qui s'altère. Et comme l'a bien dit tout à l'heure Dr Khoubila, on a un peu peur, nous soignants, d'aller jusqu'au bout. Il y a certaines thérapeutiques qu'on va éviter de proposer à ces patients. Alors, ces comportements sont-ils suffisants pour expliquer les tendances observées, à savoir une augmentation du risque de rechute et de la mortalité? Eh bien, apparemment non. Il y a des observations, on va dire plutôt des indices qui existent, qui nous disent qu'il y a quelque chose qui se passe en plus de ça au niveau cellulaire. J'ai retenu 2 petits exemples. Un adulte qui a eu un choc émotionnel durant l'enfance ne va pas éliminer certains virus comme celui de l'Epstein-Barr, comme l'Epstein-Barr virus ou le cytomégalovirus, qui sont tous les deux impliqués dans la carcinogénèse. Autre chose, les femmes atteintes du cancer du sein et ressentant une insécurité dans leur couple vont avoir un taux de cortisol salivaire plus élevé. Donc déjà là, on a des petits indices comme quoi il se passe quelque chose au niveau de l'immunité, mais aussi au niveau endocrinien. Alors, la dépression, on le sait aujourd'hui, a un impact sur l'immunité. En effet, on va avoir une diminution des cellules cytotoxiques ainsi que de leur activité. Les fameuses cellules natural killer et les lymphocytes T qu'on a vu tout à l'heure, qui sont impliquées dans l'élimination des cellules avec une mutation génomique ou les cellules cancéreuses. On va avoir une altération de la phagocytose qui normalement est faite par les fameux macrophages. Il va y avoir une stimulation du système nerveux sympathique qui est associée à la libération de norépinéphrine qui va affecter les fonctions immunitaires et augmenter le taux de cortisol qui altère lui aussi la réponse cellulaire immunitaire. La dépression va augmenter l'inflammation. En effet, on va avoir une augmentation de la libération de facteurs pro-inflammatoires tels que l'interleukine 6 et le facteur TNF-alpha. On va avoir une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire et la création d'un stress inflammatoire chronique. Ce stress inflammatoire chronique est impliqué dans la cancérogénèse via des altérations de l'ADN et la résistance des cellules tumorales à la fameuse apoptose ou cette mort cellulaire programmée dès que la cellule ne se reconnaît plus. En plus de ça, on va avoir une augmentation des facteurs de l'angiogénèse, le VEGF, qui normalement va stimuler l'angiogénèse, et on va avoir l'apparition de nouveaux vaisseaux, et ces nouveaux vaisseaux vont être détournés au profit de la tumeur. Donc la tumeur va là encore avoir tout ce dont elle a besoin pour pouvoir se développer, et en plus de ça, augmenter son potentiel métastatique. Donc en bref, la dépression et le stress chronique affectent l'immunité, entraînent un dérèglement inflammatoire. Ce sont des données qui sont confirmées en clinique. Les traitements de la dépression améliorent les symptômes du cancer et de son évolution. Mais est-ce que c'est
suffisant pour dire que la dépression impacte directement sur le cancer. Alors, l'impact du stress chronique et de la dépression sur la rechute d'un patient n'est pas si sûr que ça. Ce sont des fortes présomptions. En effet, tous les patients qui sont dépressifs ne vont pas rechuter. Et rares vont ceux qui vont rechuter. Et ça parce que le cancer est une maladie multifactorielle. Heureusement pour nous. Alors, sur le plan pratique, la prise en charge psychologique va permettre de diminuer le cortisol nocturne avec une amélioration du sommeil et de la fatigue. On va avoir une diminution des comportements toxiques, donc une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la compliance au traitement, et le thérapeute va pouvoir proposer un plus grand panel de traitements spécifiques, un plus grand panel de traitements. Sur le plan pratique, la consultation d'annonce est quelque chose de très important. Cette consultation d'annonce n'est pas obligatoirement faite en une seule fois. Il va falloir choisir les mots. On peut annoncer que ce soit le diagnostic ou les traitements en plusieurs fois parce qu'il est important de ne pas casser, entre guillemets, le moral des patients, qu'ils puissent rester adhérents au traitement. Il ne faut pas hésiter à proposer le patient à une consultation chez le psychologue, voire chez le psychiatre. Il est important de connaître les signes de la dépression pour pouvoir les dépister. Souvent, on va prescrire, pas nous, mais le psychiatre va prescrire un traitement antidépresseur. Parfois, ce traitement antidépresseur n'est pas suffisant. Il va falloir passer par plusieurs lignes. C'est ce qu'on verra avec le professeur Roubila Adil. Et bien sûr, proposer toutes les solitions parallèles, une psychothérapie avec ces divers moyens, l'hypnose, le yoga, le reiki, proposer une activité sportive, le sport étant reconnu comme un vrai antidépresseur qui améliore en plus de ça l'immunité, un meilleur régime, un régime alimentaire équilibré. Les régimes norvégiens, japonais, mais surtout méditerranéens, qui normalement est censé être notre régime, sont des régimes qui diminuent l'inflammation et qui sont considérés comme des régimes antidépresseurs. C'est ma dernière diapo. Donc, en conclusion, la dépression et le stress chronique semblent avoir un impact négatif sur la survenue d'un cancer, sur la survie des patients et la survenue de rechutes. Mais je me suis posé la question, alors l'environnement toxique du patient ou le patient lui-même serait-il responsable de sa rechute? Ça, c'est très lourd. Mais on peut voir aussi le problème différemment ou la chose de façon différente. Ça veut dire qu'un état émotif complètement contraire à la dépression pourrait inverser la donne. Et si on revoit les diapos, peut-être qu'il y aurait un état émotif qui permettrait d'augmenter l'immunité, de diminuer l'inflammation et de rétablir l'équilibre entre ces fameuses multiplications cellulaires et la mort cellulaire. Et donc, peut-être qu'on serait capable de reprendre le pouvoir et d'avoir un pouvoir justement sur nos cellules. Je trouve cette question assez intéressante et qui mérite le soin d'être débattue. Beaucoup de scientifiques, médecins et autres se penchent sur la question et apparemment, il y aurait un pouvoir justement qui réside en nous. Le cancer est une maladie multifactorielle, donc on ne peut plus aujourd'hui la traiter d'un seul point de vue. Il est vraiment essentiel de traiter à la fois l'esprit et le corps. Les anciens médecins ne faisaient pas la distinction entre les deux, de même que la médecine orientale. Malheureusement, la médecine
moderne a mis de côté le volet esprit. Elle s'est énormément développée. Aujourd'hui, on a un panel de thérapeutiques exceptionnel. On arrive à guérir beaucoup de cancéreux. Même les maladies qui sont incurables, on arrive aujourd'hui à maintenir les gens durant des années vivants dans de bonnes conditions. Et le cancer est devenu aujourd'hui une maladie chronique. Alors imaginez si on intègre automatiquement la force de l'esprit avec toute cette haute technicité. Je pense que les résultats thérapeutiques seraient décuplés. Pour ce faire, on voit bien que la médecine intégrative aujourd'hui est essentielle. Et comme l'a bien dit tout à l'heure Dr Roubila Nisserine, il ne faut pas oublier la prise en charge psychologique de la cellule familiale qui, elle aussi, peut souffrir ou qui peut être aussi toxique pour ces patients. Et je vous remercie. Là, je vais arrêter le partage d'écran et je vais donner la parole au docteur Adil Roubila, qui est psychiatre et qui va nous donner son point de vue. Je vous remercie. Donc, merci. Donc, ça va être à mon tour de partager avec vous quelques éléments concernant ce sujet. Bon, donc, je voudrais remercier l'association de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler de ce sujet. Vous savez, quand on parle de cancer et dépression, en tant que psychiatre, c'est vraiment pas une chose à laquelle on est habitué. On est habitué plus à avoir des patients dans un autre registre. La psycho-oncologie est un défi aux psychiatres et aux psychologues qui les pousse à sortir un peu de leur zone de confort et à essayer d'aider un autre type de souffrance. Donc, je vais parler de cancer et dépression, mais avant de parler de cancer et dépression, il faudrait qu'on se mette d'accord sur la dépression, sur ce qu'est la dépression. Le terme exact qu'on utilise actuellement, c'est trouble dépressif caractérisé, parce que dépression est un terme qui a été tellement utilisé à toutes les sauces qu'il a fallu en utiliser un autre pour parler de la maladie dépressive. Le terme est le trouble dépressif caractérisé. Et je vais l'introduire à travers cette notion. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une façon, c'est un indicateur pour comparer différents troubles ou maladies, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez comparer différentes maladies, vous pouvez les comparer grâce, par exemple, à cet indicateur-là. Cet indicateur-là, c'est un indicateur où vous essayez de voir le nombre de jours que vous fait perdre une maladie. Ce nombre de jours est la sommation de deux variables. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie, il se peut que vous mouriez de façon précoce. Donc, vous allez perdre par rapport à l'espérance de vie dans votre pays, par rapport à votre catégorie d'âge, par rapport à votre catégorie sociale, par rapport à certains facteurs, vous avez une espérance de vie. Et en ayant cette maladie, il y aura une mort précoce, donc il y aura des années perdues par décès. Et puis, avant le décès, il y aura des années perdues par une diminution de la qualité de vie. Donc, quand on fait la somme, on a les années perdues. On a donc l'incapacité. Donc, c'est une variable très intéressante pour comparer, comme je vous l'ai dit, qui permet de faire la somme des jours perdus. C'est vraiment l'espérance de vie corrigée quant à l'invalidité. Et bien, quand on essaie de voir ça, l'OMS a essayé de voir les maladies. Vous avez ici les maladies qui nous font perdre des années de vie, soit par décès précoce, soit par incapacité. Vous avez les cancers, ils nous font perdre, ils sont responsables de 11% des années de vie perdues. Vous avez ici les troubles neuropsychiatriques, c'est 28%. Et la dépression uniquement, c'est 10%. Donc, vous voyez, on a affaire quand même à un trouble qui paraît être bénin, mais quand on le compare avec le cancer en utilisant cet indicateur, eh bien, qui fait perdre à nos patients autant d'années de vie que le cancer, 10 et 11%. Et vous voyez, si vous avez les deux, il est probable que c'est une sommation, donc vous avez un nombre d'années perdues qui est énorme. Il faudrait aussi qu'on se mette d'accord sur la définition d'un trouble dépressif. Les gens souvent mélangent dépression ou anxiété, alors que l'anxiété, ils se ressemblent sur certains points et diffèrent sur d'autres. L'anxiété, c'est une émotion négative en rapport avec une menace future. Cette menace peut être imminente, comme dans la peur, ou future,
comme dans l'anxiété, mais souvent les deux se chevauchent. Par contre, la dépression, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un syndrome. Ce n'est pas juste une émotion comme l'anxiété, c'est un syndrome. Et dans ce syndrome-là, on peut trouver deux éléments. C'est-à-dire, on a une émotion négative là aussi, mais là, ça va être la tristesse. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, la tristesse étant aussi une émotion négative comme l'anxiété, mais c'est une émotion négative qui est plus tournée vers le passé. Et puis, on a aussi l'anédonie. Et c'est quoi l'anédonie? C'est au contraire, ce n'est pas une émotion négative, c'est une baisse d'une émotion positive. Donc, si on veut vraiment simplifier les choses, on peut dire que la dépression, il faut avoir une de ces deux choses. C'est-à-dire soit une augmentation d'une émotion négative qui est la tristesse, soit une baisse d'une émotion négative qui est la joie. Vous allez, certaines personnes ont des difficultés par rapport à ça, ils disent les émotions négatives, qu'elles augmentent ou les émotions positives qu'elles baissent, ça fait partie de la vie. Donc, se pose la question du seuil. Où est-ce qu'on va placer le seuil entre le non pathologique et le pathologique? Quand est-ce qu'on va dire que telle tristesse est pathologique, nécessitant une prise en charge? Quand est-ce que telle baisse de joie est pathologique, nécessitant une prise en charge? Et vous savez, on aurait aimé en psychiatrie avoir comme je ne sais pas, en diabétologie, par exemple, un seuil, la glycémie à 1,26. À partir de 1,26, c'est un diabète, inférieur, ce n'est pas un diabète, ou comme pour l'HTA. Là, aussi, en psychiatrie, il y a un seuil. Le seuil est déterminé par trois notions clés. Quand est-ce qu'on dit qu'une tristesse est pathologique? Lorsqu'elle est sévère et lorsqu'elle dure. Mais là aussi, va se poser la question. C'est quoi la sévérité qui détermine le trouble et c'est quoi la durée qui détermine le trouble? Quand c'est assez sévère et que ça dure assez au point de donner des conséquences, on considère qu'on est dans le trouble. Donc, ce qui détermine qu'une émotion sort de la normale et rentre dans le trouble, c'est quand elle a des conséquences. Et essentiellement, deux types de conséquences. Lorsque cette émotion cause une souffrance, vous imaginez, quand vous avez une douleur, des fois, la douleur, elle n'est pas assez importante pour vous causer une souffrance. Mais des fois, elle est assez importante pour vous causer une souffrance. C'est la même chose par rapport à une émotion. Des fois, l'intensité ou la durée nous cause une souffrance. Donc, c'est déterminé par la personne. Donc, les conséquences peuvent être soit une souffrance, soit un impact sur le fonctionnement. Quand cette émotion-là négative vous empêche de faire ce que vous avez l'habitude de faire, vous empêche de travailler lorsque vous travaillez, vous empêche d'étudier lorsque vous êtes étudiant, vous empêche de vous occuper de votre famille lorsque vous êtes une personne qui s'occupe de sa famille. Donc là, on parle de trouble. Donc la notion de seuil est déterminée surtout en psychologie et en psychiatrie par les conséquences des émotions. Et puis, on a une façon plus poussée, c'est des critères. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la dépression, on ne fait plus le diagnostic de dépression au pif, comme ça, juste parce qu'une patiente a pleuré ou juste parce qu'une personne a des événements de vie stressants ou a beaucoup de problèmes. Pour parler de dépression, il faut vraiment avoir des critères précis. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement par rapport à l'état antérieur. La personne doit être capable de vous dire « je n'étais pas comme ça ». Donc, première chose, il y a un changement par rapport à l'état antérieur. Deuxième chose, il faut sur ces 9 symptômes en avoir au moins 5. Et sur les 5, au moins un des deux premiers, qui sont, ce qu'on a dit tout à l'heure, la tristesse ou l'anédonie. Donc, du coup, puisque la tristesse et l'anédonie sont des symptômes obligatoires, si vous voulez faire le diagnostic d'un épisode dépressif, cherchez tout le temps la tristesse et l'anédonie. Comme c'est des symptômes obligatoires, si vous ne les trouvez pas, vous passez votre chemin. Et si vous les trouvez, il faut chercher d'autres symptômes pour confirmer le diagnostic. Donc, les symptômes de la dépression sont la tristesse, l'anédonie, l'anorexie, donc une baisse de l'appétit, une baisse du sommeil avec des insomnies, une agitation psychomotrice, une fatigue, des symptômes un peu plus cognitifs qui sont le pessimisme, la culpabilité, la dévalorisation. Donc, on a un rapport particulier avec le futur, qui est le pessimisme, un rapport particulier avec notre passé, teinté de culpabilité, et le présent, qui est dans une dévalorisation et une baisse de la confiance en soi. Et puis, on a aussi des difficultés de concentration, de mémoire, de prise de décision. Et bien sûr, on peut aussi avoir des idées de mort qui peuvent aller des idées de mort passives, genre je ne pense pas à me faire quelque chose, mais je me dis, j'aurais aimé mourir, j'aurais souhaité mourir, mais sans que ça soit actif. Et ça peut aller jusqu'à une véritable tentative de suicide. Donc, il faut au moins 5 symptômes, que ces symptômes-là soient présents pratiquement toute la journée et pratiquement chaque jour pendant moins de 2 semaines. Et vous savez, ce critère-là est important, c'est un véritable garde-fou, parce que si on ne l'utilise pas, on aura tendance à psychiatriser la souffrance inhérente à la vie sur Terre. On aura tendance à psychiatriser les difficultés quotidiennes des personnes. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir une tristesse, mais elle va être passagère. Soit elle va durer quelques heures,
soit quelques jours sans plus, soit durer plusieurs jours mais sans conséquences. Mais pour parler d'épisodes dépressifs, il faut vraiment qu'on ait au moins 5 symptômes, que ces symptômes durent pratiquement toute la journée, pratiquement chaque jour pendant au moins 14 semaines et que ces symptômes induisent une souffrance ou un déficit du fonctionnement. Bien sûr, il y a des diagnostics différentiels. Le premier diagnostic différentiel, c'est le trouble d'adaptation. Le trouble d'adaptation, il est probable qu'après un cancer, il soit plus fréquent que le trouble dépressif. C'est quoi un trouble d'adaptation? C'est juste avoir des symptômes qui n'atteignent pas les critères d'une dépression, secondaire à un stresseur connu. Donc ça, c'est un trouble d'adaptation. Il est probable qu'il n'existe pas une personne sur Terre qui n'ait pas fait un jour ou l'autre un trouble d'adaptation. Mais le trouble d'adaptation, voilà, il nécessite juste du temps, sans véritable prise en charge, et il passe. Par contre, un trouble dépressif nécessite une véritable prise en charge. Donc, ce qui fait la différence entre un trouble d'adaptation ou un trouble dépressif, c'est les critères. Si vous avez les 5 symptômes, c'est une dépression. Si vous ne les avez pas, il est probable que ce soit un trouble d'adaptation. Il est probable aussi que ça peut être des symptômes dépressifs, 2 ou 3 symptômes qui peuvent être secondaires à autre chose. À quoi? Au cancer, secondaires au traitement du cancer, ils peuvent être secondaires à beaucoup de choses. Et puis, l'autre et dernier diagnostic différentiel sont les troubles anxieux. Donc, comment on a il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur comment on a ce trouble dépressif. Pourquoi il faut qu'on se mette d'accord sur ça? Puisque l'idée préconçue qu'on a sur le trouble dépressif va faire en sorte, chez les soignants, et chez les patients aussi, mais surtout chez les soignants, va faire en sorte qu'on aura une tendance à sous-estimer la dépression. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vais vous dire quels sont les facteurs de risque. Qu'est-ce qui explique qu'une personne fasse une dépression et une autre non? Vous allez voir que le premier facteur de risque des troubles dépressifs n'est pas ce qu'on pense. Le premier facteur, c'est la génétique. C'est-à-dire que c'est qu'une fois que le spermatozoïde a fécondé l'ovule, il y a c'est inhérent au mélange un certain facteur, un certain risque de dépression. Ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part des gènes dans la dépression, c'est entre 20 à 40%. C'est-à-dire que quand on est à la naissance déjà, on a 20 à 40%. Certaines personnes auront 40% de risque de faire une dépression. Si on veut vraiment simplifier, c'est pour faire une dépression, il faut que le verre soit rempli à ras-bord, et il y a des personnes qui naissent avec un verre rempli à 40%. Donc, les facteurs génétiques sont les premiers, mais ils ne sont pas suffisants. Il y a aussi des facteurs biologiques. Toute modification du corps de façon chronique peut être un facteur de risque de dépression. Toute maladie chronique peut être un facteur de risque de dépression. Toute prise de drogue, de substance peut être un facteur de risque de dépression. Toute douleur chronique peut être un facteur de risque de dépression. Vous savez, le surpoids est un facteur de risque de dépression. Plus vous avez un indice de masse corporelle élevé, plus votre probabilité de faire une dépression devient élevée. Donc voilà, le verre se remplit encore un peu plus. Et puis, vous avez les facteurs psychologiques. On a tous, on va faire face à des facteurs stressants au cours de notre vie. Ces événements de vie stressants sont fréquents chez certains, moins fréquents chez d'autres. Mais ce n'est pas l'événement, ce n'est pas tellement la fréquence d'événements stressants, mais c'est beaucoup plus l'interprétation des événements stressants. C'est-à-dire, le même événement stressant chez 2 personnes différentes, il y aura un impact totalement différent. Pourquoi? Parce que ces 2 personnes n'ont pas les mêmes gènes et n'ont pas la même personnalité. La personnalité peut jouer le rôle d'un filtre qui atténue l'impact des événements stressants sur votre matériel génétique, ou au contraire, peut être une loupe qui amplifie cet événement stressant. Et cet événement stressant peut être un cancer aussi. Donc vous voyez, il y a des personnes qui auront beaucoup d'événements stressants, mais ne développeront pas un cancer. Ils auront probablement des facteurs génétiques protecteurs et une personnalité qui les a aidés, et d'autres qui, malheureusement, ça ne va pas être le cas, et il suffit d'un facteur stressant pour déclencher. Et puis, il y a le social. Il faut savoir que le soutien social est un énorme facteur protecteur contre la dépression, et du coup, l'absence de soutien social est un facteur de risque de dépression. Il y a aussi le genre. Les femmes sont plus à risque que les hommes de dépression. Et quand je dis genre, on peut y mettre des choses, des facteurs sociaux, comme on peut y mettre des facteurs psychologiques, comme on peut y mettre des facteurs biologiques.
Une dernière chose aussi sur le trouble dépressif, c'est que, vous savez, il doit sortir de cette dichotomie organique versus psychologique. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les choses au clair dans leur tête à propos du trouble dépressif. Est-ce qu'il est organique? Est-ce qu'il est psychologique? Le problème, c'est que c'est une fausse façon de voir les choses. Il faut qu'on sorte de cette dichotomie organique-psychologique. Quand vous avez un diabète, c'est organique, mais quand vous annoncez à une personne qu'elle a un diabète, et elle se met à cogiter sur le fait qu'elle a une maladie chronique nécessitant un traitement à vie et une modification de son hygiène, sa façon de vivre, son activité physique, son régime alimentaire, ça a un impact aussi psychologique. Elle a la même chose dans une dépression. Dans la dépression, il y a des variables biologiques organiques, il y a des variables psychologiques. Les émotions, les pensées et les comportements, eh bien, figurez-vous, il y a un organe qui est responsable des émotions, des pensées, des comportements, c'est le cerveau. Que ce soit le comportement ou les émotions ou les pensées, ce n'est pas l'auréole au-dessus de notre tête ou l'âme qui en est responsable, c'est plus le cerveau, c'est notre système nerveux qui en est responsable. Donc, quelque part, ça ne sert à rien, cette distinction d'organique psychologique. Quand vous avez une rage dedans, il y a de l'organique, il y a du psychologique dedans. Dans les troubles psychiatriques, il y a aussi de l'organique et du psychologique. Dans la dépression, on a au moins 11, 12, 13 endroits au niveau des synapses où on a des dysfonctionnements. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien si ces dysfonctionnements sont cause ou conséquence de la dépression, mais on sent qu'elles sont impliquées à un moment ou à un autre de l'évolution. Donc, du coup, on est dans le biologique et dans le psychologique. Et ce qu'il faut savoir aussi sur la dépression, c'est que chez pas mal de personnes, ça va être aussi une maladie chronique à rechute. C'est-à-dire que chez 60% des personnes qui feront une dépression, ben, ils en feront une deuxième. Et ceux qui font 2 dépressions, 70% en feront une troisième. Et ceux qui en font 3, 90% vont faire une quatrième. D'où l'intérêt vraiment de traiter la dépression, de ne pas la laisser évoluer comme ça de façon spontanée. Ce qui nous ramène au cancer et dépression. Ben, cancer et dépression, donc on part du principe que devant un cancer, la détresse est normale. Mais il y a des détresse légères, il y a des détresse modérées, il y a des détresse sévères qui est handicapante. Donc on peut considérer qu'un certain degré de détresse est tout à fait habituel. Mais par contre, quand cette détresse a un impact sur le fonctionnement de la personne, cette détresse psychologique a un impact sur le fonctionnement ou un impact en termes de souffrance, ben, il faut qu'elle soit prise en charge. Et par rapport à ça, on a des périodes sensibles où la personne va être plus à risque de décompenser cette détresse en faisant un trouble dépressif. Généralement autour du diagnostic, lorsqu'il y a du problème avec le traitement, après une sortie de l'hôpital, lors d'une rechute, en fin de vie. Et voilà, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que quand on se dit que la personne a fait une dépression à cause du cancer, c'est qu'on considère que cette personne était une page blanche jusqu'à ce que le cancer survienne, alors que cette personne a une génétique, a une biologie, a une histoire, a une personnalité, vit dans un contexte, et surtout ça se greffe le cancer. Donc on ne fait pas une dépression à cause d'un cancer. Mais sinon, 100% des personnes qui font un cancer font une dépression. Or, ce n'est pas le cas. C'est une minorité qui fait une dépression. La majorité ne font pas une dépression. Donc, la dépression, c'est la somme de facteurs du terrain plus le cancer. Ben, tous ces facteurs dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des facteurs de risque de dépression, c'est-à-dire que s'ils existent, ces facteurs augmentent la probabilité d'avoir une dépression, ben, elles touchent la personne. Mais on a aussi des facteurs touchant le cancer. On sait qu'on a certains, sans explication, on sait que certains cancers donnent plus de troubles dépressifs. Donc, on a aussi des facteurs spécifiques au cancer. Il est probable que des cancers qui donnent plus d'handicap, qui donnent plus d'atteinte à l'intégrité physique, à l'aspect, qui isolent plus, auront tendance à donner plus de troubles dépressifs. On a aussi certains traitements qui sont plus pourvoyeurs de dépression que d'autres. Donc, se rajoute à la notion de terrain, ben, le cancer, des facteurs, des variables dépendant du cancer et des variables dépendant du traitement. Et tout ça va faire en sorte qu'une personne pourra en faire un trouble dépressif. Et c'est important de connaître pour éviter les 2 pièges dans lesquels tombent les soignants, qui sont la sous-estimation du trouble. Chez certains soignants, du moment que vous avez un cancer, ben, c'est normal d'être déprimé. Ben non, ce n'est pas normal d'avoir un trouble dépressif. Ce n'est pas normal d'avoir une tristesse, une anédonie, pratiquement toute la journée, pratiquement chaque jour, pendant au moins 2 semaines, ayant des conséquences sur le fonctionnement et donnant une souffrance. Non, ce n'est pas du tout normal. Ça, c'est un trouble dépressif qui doit être traité, qu'il soit causé
par un cancer ou qu'il soit causé par autre chose. Et entre guillemets, quand je dis causé, vous savez très bien, d'après ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'a pas été causé par le cancer. Le cancer a participé avec d'autres facteurs à ce que le verre déborde. Donc, il y a soit une sous-estimation, et bien chez une autre soignante, ça va être le contraire. C'est une tendance à avoir la dépression partout. Dès qu'une patiente va pleurer, dès qu'un patient va s'énerver un peu, dès qu'un patient va exprimer des émotions, il est déprimé. Et là aussi, non, ce n'est pas le cas. La dépression va toucher au maximum 25% des patients en moyenne. Donc, du coup, chez 75, ça ne va pas être le cas. Donc, d'où l'intérêt de revenir aux critères, avec une petite adaptation quand même, c'est que vous avez des symptômes ici, une douleur chronique pourra donner une anorexie, une insomnie, une fatigue et des difficultés de concentration. Donc, il y a des critères qui ne sont pas spécifiques. Là, on va les laisser un peu tomber, on va s'intéresser plus aux critères qui sont un peu plus spécifiques de la dépression, qui sont la tristesse, qui sont l'anédonie, qui sont le pessimisme, la culpabilité, la dévalorisation, la baisse de l'estime de soi, les idées de mort. Et quand on trouve ces symptômes-là, et on trouve que ces symptômes-là durent et puis induisent une souffrance ou un déficit de fonctionnement, eh bien, il est fortement probable qu'on soit dans un trouble dépressif nécessitant une prise en charge. Donc, il est clair que le trouble dépressif a un impact énorme sur comment la personne va faire face au cancer. Vous savez, c'est un défi c'est un défi où la personne va avoir besoin de tous ses moyens, de toutes ses compétences. Et bien, il faut savoir que la dépression va la priver d'une bonne partie de ses compétences. D'où l'intérêt de la traiter pour qu'elle retrouve ses compétences. Est-ce que la dépression va avoir un impact en termes de survie? Bon, Dr Bouy en a parlé. Dans les études, vous allez trouver un peu tout. Dépression et facteurs pronostiques du cancer, il y a des études qui disent que oui, il y a des études qui disent que non. Et puis, par contre, dépression comme facteur de risque de cancer, là, on a encore beaucoup moins de données. Stress et facteur de risque de cancer, on a plus de données, mais même à ce niveau-là, les méta-analyses ne sont pas, enfin, la dernière que j'avais vue, elle était chinoise, elle n'était pas encore satisfaisante. Mais voilà, il y a quelques données, mais on n'arrive pas à prouver de façon tranchée qu'effectivement, la dépression est un facteur de risque de cancer. Pour ce qui est de sa prise en charge, vous savez, il y a différentes modalités du trouble dépressif, mais on ne va pas réinventer la roue. Je vais vous parler des modalités qui sont les plus étudiées. Ça ne veut pas dire que les autres modalités ne sont pas efficaces, mais ça veut dire que les autres modalités n'ont pas été autant étudiées que ceux qu'on va voir maintenant. La première modalité, c'est donner de l'information. Donner de l'information concernant ce que la personne a, ce qu'on appelle normaliser, c'est-à-dire on donne de l'information, on explique que c'est un trouble, que la dépression est un trouble, que ce n'est pas juste de la paresse, ce n'est pas juste le caractère difficile du patient ou de la patiente, ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de gestion des émotions, c'est un trouble qui dépasse les capacités de gestion de la personne et qui nécessite une prise en charge. Donc, il faut donner de l'information. Et puis, les deux modalités pour lesquelles on a le plus d'études, c'est les antidépresseurs et certaines psychothérapies. Pour les antidépresseurs, on a plusieurs types. Les plus utilisés sont ceux qui sont vers la gauche, c'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. On a aussi, en deuxième lieu, ceux qui sont le plus utilisés, c'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Bien sûr, on va privilégier les molécules qui ont le moins d'interactions, par exemple la venlafaxine ou l'escitalopram. Et cette notion d'interaction est très importante puisqu'on sait qu'on a des antidépresseurs qui peuvent interagir avec des médicaments qui sont utilisés pour le cancer. L'autre élément clé que vous devez savoir par rapport aux antidépresseurs, c'est, vous savez, quand j'ai insisté sur la notion des critères, les critères, c'est au moins avoir 5 symptômes. 5 symptômes, ça vous fait un épisode dépressif, mais d'intensité légère. Quand vous avez 7 symptômes, l'intensité, elle est modérée. Quand vous avez les 9 symptômes, l'intensité est sévère. Il faut savoir que l'antidépresseur, plus l'intensité est sévère, plus l'antidépresseur est efficace. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont tendance à utiliser l'antidépresseur alors qu'on n'a pas les critères, ou qui ont tendance à utiliser l'antidépresseur alors que l'épisode dépressif d'intensité légère, mais il faut savoir qu'ils donnent un placebo. C'est-à-dire qu'ils exposent la personne aux effets secondaires de l'antidépresseur pour un effet placebo. Donc, les critères nous permettent vraiment de sélectionner les patients pour lesquels on va avoir une certitude que voilà, l'antidépresseur est nettement supérieur à un placebo. Bien sûr, quand on donne l'antidépresseur, pour les personnes qui les utilisent, il faut revoir la personne après 4 semaines. Et généralement, on a 3 cas de figure.
soit le cas de figure où la personne vous dit « c'est bon, je sens que je suis soulagé, on doit continuer le traitement », soit le cas de figure rouge, la personne vous dit « j'ai aucun effet » et là, il faut changer le traitement. Et la personne qui vous dit qu'elle a un effet partiel, et là, ça dépend de la sévérité de cette dépression. Si elle n'est pas très sévère, on peut continuer sous les mêmes doses et attendre. Et si elle est sévère, il faut augmenter les doses. Généralement, la durée de traitement, on ne commence à compter la durée de traitement que quand on arrive à une rémission ou une amélioration importante. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à calculer la durée de traitement à partir du premier jour de prise de traitement. Donc, on commence à calculer à partir du jour où on estime avoir une rémission ou une amélioration importante. Et là, c'est au moins 6 à 9 mois quand c'est le premier épisode. Quand c'est un deuxième ou un troisième épisode, la durée doit être plus longue pour éviter les récidives. Bon, il y a quelques précautions qui sont prises en début de traitement, c'est qu'on commence vraiment avec des doses faibles et on augmente progressivement. Il faut expliquer à la personne que ces médicaments ont un délai d'action de plusieurs semaines. Et il faut lui expliquer que ce n'est pas un antalgique qu'elle va prendre. Elle va se sentir soulagée après 1 heure ou une demi-heure ou même 2 heures. C'est un médicament où le comprimé d'aujourd'hui donnera un effet dans 3 semaines. Il faut expliquer aussi que voilà, chaque personne aura besoin d'une dose en fonction de sa sévérité probablement de la dépression. Certains auront besoin d'un comprimé, d'autres 2, certains même 3. Il faut expliquer que ça va être un traitement qui est curatif et préventif, qu'il va falloir continuer même lorsque la dépression va être entre guillemets guérie. Donc, du coup, on va continuer le traitement, mais pourquoi? Pour prévenir un énième épisode de dépression, puisqu'on sait que c'est une maladie à rechute. Et bien sûr, les antidépresseurs doivent être arrêtés de façon progressive. C'est un peu à l'image des corticothérapies. Lorsqu'on donne pendant une certaine période, il faudrait aussi baisser de façon progressive. Pour ce qui est des psychothérapies, les 2 psychothérapies qui sont les plus étudiées, c'est la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie interpersonnelle. Il y a une flopée de psychothérapie, il y en a entre 400 et 600. Et vous savez, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir s'y retrouver si on ne se base pas sur les études. C'est beau de proposer beaucoup de choses aux personnes, c'est beau que les personnes aient un choix énorme de psychothérapie, mais il faut savoir que d'autres psychothérapies n'ont pas été étudiées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc voilà, se pose la question éthique. Lorsque je sais qu'une psychothérapie a prouvé son efficacité et une autre n'y en sait pas, laquelle je vais privilégier? Sur quoi je vais me baser pour choisir une psychothérapie? Est-ce que je vais me baser sur ce qu'on m'a appris, sur ce que j'ai apprécié, sur ce que j'ai vu faire, ce que j'ai aimé, ou est-ce que j'ai expérimenté un dans mon coin? Et là, je rappelle aux soignants que nous, en tant que soignants, on n'est pas des producteurs de science, on n'est pas des producteurs de soins. En tant que soignants, on est des consommateurs de soins. C'est-à-dire qu'il y a les chercheurs qui cherchent et nous, on utilise la recherche et on essaie de l'appliquer sur le terrain. Et c'est-à-dire quand on se met à faire de l'essai-erreur, c'est qu'on ramène la médecine à une médecine du XVIIe, XVIe siècle. C'est-à-dire on fait table rase de toute cette médecine expérimentale qui a permis toutes ces avancées et on se base sur l'essai-erreur. Et on sait très bien que, et surtout nous en tant que psychiatres, on sait très bien que notre esprit humain est plein de biais cognitifs. C'est-à-dire que si on croit en une thérapie, on aura une tendance à noter que ça aide les patients, on aura une tendance à ne pas noter lorsque ça n'aide pas. Alors que l'étude, elle nous permet vraiment de nous débarrasser de cette subjectivité personnelle qu'on a et vraiment être scientifique. Puisqu'on va faire une étude, on va prendre 100 personnes ayant le même trouble, 50 ce type de psychothérapie, 50 un autre type de psychothérapie, je fais mon étude, évaluation avant, évaluation après, je publie. Une autre équipe va reprendre la même étude dans un autre endroit du monde, et puis une autre équipe, et puis il y a une somme d'informations qui permet de confirmer que cette psychothérapie est efficace. Chose qu'on n'a pas lorsqu'on essaye, c'est des choses dans son petit coin en se basant juste sur ce qu'on flaire, sur son flair ou ce qu'on apprécie. Donc, je vais vous dire 2 mots sur la thérapie cognitive et comportementale. C'est une thérapie dans la dépression où on peut s'intéresser à 2 volets. On peut être très basique, on va faire ce qu'on appelle l'activation comportementale. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que nous tous, dans la vie, on a des événements stressants qui nous baissent le moral et on a des événements qu'on va appeler renforçants, plaisants, qui augmentent le moral. Donc, ces stresseurs, activités plaisantes vont maintenir un équilibre. Mais ce que fait une personne déprimée, c'est qu'elle a tendance, non pas que le moral baisse, mais elle a tendance à ne plus faire d'activités plaisantes, à s'isoler. Donc, elle aura une tendance à se priver de ces activités plaisantes au moment où elle en a besoin le plus. Pourquoi elle ne le fait pas? Elle va vous dire « j'en ai plus envie ». Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va se dire, elle est dans l'idée, bon sens, mais fausse,
qui est que je ne fais les choses quand j'en ai envie. C'est-à-dire que l'envie qui doit être la première, et puis je fais la chose. Alors qu'on sait très bien, on a suffisamment d'études pour savoir qu'effectivement l'envie donne l'action, mais l'action aussi donne l'envie. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est des fois on n'a pas envie de manger, une personne insiste pour qu'on goûte, et on goûte, et puis voilà, on se retrouve en train de manger et de finir l'assiette. L'appétit vient aussi en mangeant. Et c'est ça l'activation comportementale, elle part de ce principe. Même si la personne n'a pas envie, on fait avec elle un programme de reprise d'activité plaisante qu'elle avait l'habitude de faire avant la dépression et qu'elle a arrêté, et un programme qui va être progressif. Et ce programme-là va activer l'humeur de la personne lorsqu'elle s'y attache, lorsqu'elle persiste. Donc, une thérapie comportementale peut être très basique en se basant sur le comportement, ou elle peut être, entre guillemets, un peu plus sophistiquée en s'intéressant aux pensées. Et comment on s'intéresse aux pensées? C'est-à-dire qu'on part du principe que quel que soit votre stresseur, ce n'est pas juste votre stresseur qui a donné l'émotion négative, c'est votre interprétation du stresseur. C'est les pensées qui ont traversé votre esprit après ce stresseur. Donc, ça va être une thérapie qui va vous apprendre où chaque fois où vous vous sentez mal, attention, notez les pensées qui vous traversent l'esprit. Et au lieu de les accepter comme quelque chose de sacré et du coup accepter qu'elles aient un impact sur votre humeur, il faut apprendre à les discuter de façon à diminuer leur impact sur votre humeur. Donc, globalement, c'est vraiment pour simplifier, la thérapie cognitive est dans cette démarche-là, soit s'intéresser au comportement en faisant de l'activation comportementale, soit s'intéresser aux pensées en vous apprenant à discuter vos pensées de façon à ce que vos pensées aient moins d'impact sur vos émotions, soit des fois, elle va s'attaquer directement aux émotions à travers des exercices de relaxation ou de méditation. Donc, il y a aussi la thérapie interpersonnelle. Bien sûr, il y a une flopée d'autres psychothérapies, mais le souci, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'études concernant les autres thérapies. L'exercice physique, par contre, on a suffisamment d'études pour la dépression pour le proposer, mais il va falloir que, voilà, c'est vraiment un exercice physique lorsqu'on voit les études, il est vraiment intensité dépendant. C'est-à-dire qu'on a un effet fort sur l'humeur dépressive lorsque vous faites 4h30 à raison de dans un total de 3 séances, d'1h30 à chaque fois d'aérobic avec au moins 80% d'intensité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'il est probable que cet effet est dose dépendant et plus ça va être une activité très minime, plus l'effet aussi va être minime. On a aussi quelques données sur le régime méditerranéen, mais les données sont plus en termes de prévention de la dépression qu'en termes de traitement de la dépression. Mais voilà, il faudra le proposer. Et puis, on a toute une flopée de choses, effectivement, où on a quelques données parcellaires. Voilà, et par rapport à ces données parcellaires, mon point de vue est que vraiment, il faut commencer par proposer les choses pour lesquelles on a des études. Et puis, par la suite, si ces choses-là ne sont pas disponibles ou n'ont pas été suffisantes, proposer tout ce qu'on veut par la suite, mais toujours commencer par les choses pour lesquelles on a des données scientifiques. Donc, pour les autres thérapeutiques, pour les personnes qui me posent la question, généralement les soignants, est-ce qu'on propose? Ça dépend du niveau de preuve. C'est vraiment pour les non-soignants. Vous imaginez, dans un tribunal, il y a des niveaux de preuve. C'est-à-dire que dans un tribunal, avoir des preuves ADN, c'est un niveau de preuve élevé. Avoir une caméra ou 100 témoins qui vous ont vu, c'est des preuves élevées. Par contre, ne pas avoir d'alibi pendant ce moment et avoir un motif n'est pas une preuve élevée. C'est la même chose en science. Quand on a des centaines de chercheurs dans des équipes différentes dans le monde qui ont fait des études sur telle modalité et qui ont trouvé qu'elle était efficace, elle ne pourra jamais la mettre sur le même pied qu'une thérapeutique où on a juste 2-3 équipes qui l'ont essayé. Donc, c'est vraiment en fonction de cette notion de niveau de preuve. Quand on a une exigence de niveau de preuve élevée, du coup, le champ est étroit. Par contre, lorsqu'on est un peu lâche au niveau de niveau de preuve, on peut se permettre d'avoir plusieurs types de thérapeutiques. Donc, c'est vraiment, des fois, c'est le brouillard. Néanmoins, on a un proverbe marocain, les Marocains le connaissent très bien, et là, j'y pense souvent quand j'ai affaire à ce genre de choses. C'est celui-là, je vais le dire en français, celui qui se perd tient la terre. Pour les gens marocains, ils le connaissent. Donc, c'est quoi tenir la terre? Tenir la terre en tant que soignant, c'est revenir à la méthode expérimentale et revenir au traitement pour lequel on a des preuves. Donc, par rapport à la flopée de thérapeutiques disponibles,
ben, commencez par proposer ceux où on a des études. Et je vous rappelle que je parle de troubles dépressifs. Je ne vous parle pas de détresse, d'anxiété, de stress, de bien-être. Je parle pour un trouble précis, qui est le trouble dépressif, et qui est étudié depuis des dizaines d'années et pour lequel il va falloir ne pas réinventer la roue et utiliser les modalités thérapeutiques qui ont fait preuve d'efficacité. Maintenant, pour les patients, je ne sais pas, si vous m'aviez posé la question il y a une quinzaine d'années, j'aurais eu une réponse tranchée. Maintenant, j'ai une réponse beaucoup moins tranchée, c'est-à-dire que, à la limite, le patient a le droit de choisir ce qui lui fait plaisir, ce qui peut l'aider, ce qui lui fait du bien. Mais nous, en tant que soignants, je reste sur cette attitude-là, c'est qu'on devrait proposer, soit ne proposer que des choses pour lesquelles on a des preuves, soit ne proposer en premier que des choses pour lesquelles on a des preuves. Donc, deux derniers points qu'on adressait, c'est-à-dire qu'on est dans l'esprit que généralement, ce n'est pas aux psychiatres de traiter tous les troubles dépressifs. Ils sont tellement fréquents et ils ont leur médecin oncologue. Normalement, le médecin devrait être apte à traiter ce trouble dépressif. Donc, il devrait adresser quand la personne a des antécédents psychiatriques, quand la personne a des troubles dépressifs, des troubles invalidants, sévères, ou quand vous donnez le premier antidépresseur, il n'y a pas d'effet, le deuxième, il n'y a pas d'effet, là, il va falloir adresser au psychiatre. Et ce que j'encourage encore plus les non-psychiatres, c'est au dépistage. C'est-à-dire, il faut commencer par des questions ouvertes du genre, comment est votre morale pendant ces dernières semaines? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de tristesse? Est-ce que vous n'avez pas… Vous posez même la question en famille. Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Est-ce que la personne sourit comme d'habitude, rigole comme d'habitude, parle comme d'habitude, a ses activités comme d'habitude? Est-ce que vous n'avez pas noté un changement, une tendance à l'isolement? Mais vous avez juste deux questions sur la tristesse et l'anédonie qui ont quand même une sensibilité assez élevée, une spécificité moyenne et qui permet vraiment de faire le dépistage. Et puis, vous avez aussi des échelles comme l'HAD, qui est une très bonne échelle pour les personnes, en tout cas, qui savent lire et écrire. Elle est traduite aussi en arabe et c'est un auto-questionnaire et qu'on peut donner à la personne et qui peut aider effectivement à dépister les personnes pour lesquelles il va falloir approfondir l'entretien. Donc, les choses à retenir, c'est que c'est une association fréquente, dépression et cancer. Donc, du coup, il va falloir la rechercher, dépister. Mais en tout cas, il faut toujours avec des garde-fous. Les critères nous permettent, de ne pas rater des personnes souffrant de dépression, mais en même temps, de ne pas tomber dans l'excès du diagnostic. Et puis, s'appuyer surtout sur une prise en charge validée, je répète, pour le trouble dépressif en tout cas. Et rappelez-vous, pour conclure, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, si on s'intéresse à la santé, entre guillemets, physique de la personne, il faut avoir une approche globale et s'intéresser aussi à sa santé mentale. Et merci. Merci beaucoup pour la présentation. En tout cas, on a appris plein de choses. C'était très clair. Je vais là, tout d'abord commencer par certaines questions, et notamment celle de Saïda Mroufi. Quels sont les symptômes de dépression qui déclenchent ou indiquent la présence de cancer? Et c'était une question, oui, c'est une question qui t'est posée et c'est une question, je pense, qui a été posée avant qu'elle puisse compléter qu'elle puisse voir toute la présentation. Donc, si tu peux juste éclaircir, revenir sur… Tu peux, s'il te plaît, répéter la question? Quels sont les symptômes de dépression qui déclenchent ou indiquent la présence des cancers? Ben, j'en connais pas. C'est-à-dire que le cancer, pour le diagnostic d'un cancer, c'est un oncologue qui fait le diagnostic. Je ne saurais pas vous dire. Je saurais vous dire quels sont les symptômes qui devraient vous alerter concernant une dépression. C'est tout changement dans le comportement de la personne, dans les émotions de la personne, une tendance à s'énerver qui n'est pas habituelle, une tendance à avoir des pensées pessimistes qui n'est pas habituelle. Donc, tout changement de ce genre-là mérite d'être approfondi pour faire la part des choses entre un trouble d'adaptation qui va juste nécessiter du temps ou un trouble dépressif nécessitant une prise en charge spécialisée. Très bien. Et toujours la même personne qui se demande, est-ce que c'est la dépression qui conduit au cancer ou c'est le cancer qui amène la dépression? Je pense qu'il faut ressouligner les notions justement pour clarifier la situation, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
chez les personnes qui voient ce webinaire. Allez, je ne sais pas, je vous laisse plutôt, ça va être à docteur Boué plutôt de répondre à… Oui, la dépression qui conduit au cancer, aujourd'hui, on n'a pas du tout de preuves, hein, comme on l'a dit. La dépression va avoir un impact sur l'immunité. L'inflammation, en fait, va faire… C'est comme si c'était un facteur carcinogène, mais qui n'est pas du tout complet. Le cancer, c'est quelque chose de multifactoriel et une dépression seule ne conduira jamais au cancer. Alors, est-ce que c'est le cancer qui amène la dépression? Écoutez, je dirais, moi, je pourrais répondre à la question. Oui, Non, oui. on l'a dit, puisque c'est la dépression aussi, elle est multifactorielle et impossible d'avoir une dépression pour un seul facteur qui est le cancer. Si c'était le cas, toutes les personnes ayant un cancer ont une dépression, la majorité n'en font pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout dépend de la manière dont on reçoit l'information et comme on la vit. Alors, il y avait une question que je trouvais intéressante. Est-ce que vous avez connaissance de Answer Cancer de Stéphane Parkil, qui guérit le cancer uniquement avec l'hypnose? Car il considère que l'origine du cancer, j'ai perdu le truc, l'origine du cancer est 100% émotionnelle, psychosomatique. Autre source, Gérald Kine. Alors non, je ne connais pas personnellement ces livres. Je ne sais pas si tu les connais, Nisrine, mais en tout cas, voilà. En tout cas, le cancer qui va guérir uniquement avec l'hypnose, là, franchement, en tant que thérapeute, en tant qu'oncologue, c'est très, très, très improbable. Comme on ne cessera jamais de leur dire, hein, le cancer, c'est multifactoriel et c'est quand même quelque chose de tellement sérieux qu'il faut vraiment mettre le paquet pour le guérir. L'hypnose peut aider pour supporter les effets secondaires, pour aider à supporter les symptômes du cancer, ça c'est reconnu. Est-ce qu'il impacte la guérison? En tout cas, pas directement. Pas directement. Oui, mais justement, je voudrais qu'on passe ce message parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. C'est que, à part les traitements qui sont conventionnels et qui sont basés, d'ailleurs, on en a parlé on a parlé des niveaux de preuve, de toujours s'appuyer sur les études et la recherche qui a été faite, que ce soit la thérapie par l'hypnose, que ce soit par l'alimentation, que ce soit tout ça ne conduit pas à des guérisons. D'ailleurs, en des dizaines d'années de pratique, on n'a pas vu. Au contraire, c'est les cas contraires qu'on voit. On récolte des désastres ou des catastrophes parce que les gens, ils perdent beaucoup de temps. C'est un temps qui est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. L'hypnose, oui, mais de manière parallèle avec le traitement. Faire l'hypnose pour améliorer son état d'esprit, pour se libérer du stress, je veux bien, mais faire l'hypnose que pour guérir sa maladie, on risque d'être dans le cas contraire. Cathy, je pense que je pense qu'il y a un souci effectivement dans le fait que le souci, il est vraiment une sorte d'insatisfaction quand les gens de la médecine, on a l'impression, on peut comprendre ça, c'est qu'on est dans une macranèche on aurait espéré qu'on ait des traitements curatifs, un seul coup comme ça, one shot, où on guérit de tout. Et puis, on est un peu dérangé que la médecine ne nous offre pas ça. Nous disent ça va devenir chronique, il faut gérer, ça a des effets secondaires. Donc, du coup, on va commencer à s'accrocher à des gens qui vont nous promettre des miracles. Et c'est psychologique, c'est normal. Vous avez quelqu'un qui vous dit niveau de preuve, première ligne, deuxième ligne, multifactoriel, plusieurs modalités thérapeutiques, chimio, radiochirurgie. Vous avez un autre qui vous sort dans une vidéo YouTube avec des photos, avec une blouse très blanche, et voilà. Le miracle. Et qui vous dit, voilà, moi j'ai ce traitement-là, c'est aussi simple, ne mangez plus de sucre, régime alcalin. On peut comprendre que, voilà, quand on est désespéré, c'est normal qu'on s'accroche à ce genre de choses, mais voilà, c'est comme tu viens de le dire, c'est une perte de chance qu'on fait la personne. On leur dit,
il faut prendre les traitements pour lesquels on a des preuves et puis discuter avec votre médecin pour essayer d'élargir peut-être pour d'autres choses, effectivement, pourquoi pas, qui ne soient pas en contradiction avec votre traitement, mais il faut vraiment attention à tous ces vidéos qu'on voit et même des personnes qui ont des titres ou qui ont même, vous savez, c'est pour ça que j'ai insisté sur la notion de preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas une médecine basée sur le titre de la personne ou le pays dans lequel elle travaille ou l'institut dans lequel elle travaille ou le nombre de cheveux blancs qu'elle va avoir sur la tête ou son âge. Ça va être vraiment basé sur les études qu'elle a faites. C'est l'étude qui permet de sortir de la subjectivité et rentrer dans une sorte d'objectivité. C'est grâce aux études qu'on a des fusées, on a des avions, on a une espérance de vie qui est allongée, des cancers sont devenus curables, des maladies psychiatriques sont devenues traitables. Et voilà, il faut vraiment se rappeler de ça. Et puis j'espère qu'effectivement, j'ai souligné ce message puisque je trouve que c'est important de ne pas que des personnes ne perdent pas des chances de guérison en suivant une voie qui ne mène nulle part. Oui, tout à fait d'accord. Il y a même une hypnothérapeute qui le souligne dans le chat et qui dit, voilà, je suis hypnothérapeute, l'hypnose ne guérit pas le cancer. Et Dr Bourhim Melha qui renchérit aussi, et la dépression ne veut pas dire cancer, c'est vraiment très important de le retenir ce soir. Alors, j'ai une question. Alors, facteur de risque de la dépression, qu'en est-il du conditionnement? Théorie de l'impuissance apprise. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oui. La théorie d'impuissance apprise, c'est quelque chose qui vous dit que si vous avez des événements de vie stressants répétés dans votre vie, il est possible que vous développiez un sentiment d'impuissance. Vous savez, la personne qui va avoir le premier coup de la vie, le deuxième, le troisième, le quatrième, au bout d'un certain temps, s'installe un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que je ne peux pas faire face. Et ce sentiment d'impuissance, avec le temps, va donner un désespoir. Et ce désespoir-là va mener à la dépression. Mais ce qu'il faut savoir aussi, effectivement, cette théorie, enfin, ce n'est pas juste une théorie, c'est un modèle explicatif de la dépression et c'est un des modèles les plus validés qui a été aussi démontré chez l'animal. Vous savez, le chien aussi fait des dépressions. Et il y a aussi des tests qui ont été faits dans des labos sur des chiens de façon à créer cette impuissance de façon expérimentale. Oui, mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que deux personnes exposées au même événement de vie stressant ne développeront pas une dépression. Donc, du coup, il y a effectivement cette part d'événements de vie stressants, mais il y a aussi une autre part, je vous le dis, de la génétique, de votre biologie, de votre personnalité, de votre environnement et soutien social que vous avez. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Les événements de vie vont participer, mais ils vont juste augmenter la probabilité. Ce n'est qu'un facteur de risque parmi d'autres. Alors, il y a, je vais dire beaucoup plus une remarque, c'est une personne anonyme. Comment pouvez-vous expliquer que la personne accompagnatrice de la patiente peut être plus en souffrance et sujette à développer plus un trouble dépressif caractérisé que la patiente elle-même? Mais le pire, c'est que sous prétexte que cette personne n'est pas concernée, se voit dénigrer cette souffrance auprès des personnes qui l'entourent et auprès des organismes, associations, pourvoyeurs de soutien peuvent arriver jusqu'à se faire refuser, être rejeté de bénéficier d'un soutien. Moi, je pense, si tu permets juste, je vais dire deux mots. Effectivement, il y a la détresse psychologique des patients, mais aussi des personnes accompagnatrices. Des fois, on la voit, on la ressent, elle est plus importante que le patient lui-même. Il est vrai qu'on n'en a pas parlé durant ce webinaire. Peut-être ça va être l'occasion d'en parler à part entière. Mais effectivement, on aurait pu en parler parce que c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que comme beaucoup d'avancements qui ont été faits à travers un plaidoyer. Et maintenant, il faut plaidoyer effectivement pour l'accompagnement des personnes accompagnatrices. Et effectivement, elles doivent intégrer des programmes aussi de soutien. Donc, tu en penses quoi? Justement, vous savez, il y a des situations où il est probable que la personne, lorsqu'elle passe à travers l'épreuve,
apprend à s'adapter. Mais la personne qui est juste spectatrice, elle a une tendance, elle est juste un tantinet anxieuse à vraiment exagérer le truc. Et effectivement, et c'est là où on voit où la personne accompagnatrice souffre plus. Elle s'imagine, l'autre, elle souffre. Donc, du coup, alors, elle a limité la souffrance fikina, elle l'a vécue. L'autre, elle ne fait que l'imaginer. Le problème d'imagination, c'est qu'elle est sans limite, alors que la souffrance peut avoir une limite. Donc, du coup, il suffit d'être juste un peu anxieux et du coup, votre imagination va faire le reste et vous allez être effectivement dans un état qui va être pire que celui de la personne effectivement malade. Et effectivement, on peut voir ça. Pas chez tout le monde, mais on peut le voir. Oui. On le voit souvent chez les parents. On voit souvent chez les parents, effectivement, puisqu'il y a cette tendance à protéger l'enfant, il y a encore cette tendance forte, on le voit plus chez les parents vis-à-vis des enfants qu'entre deux adultes. Mais on peut le voir aussi chez les adultes. Oui. Il y a une question qui revient souvent. Pardon ? Il est vrai, effectivement, par rapport à ce problème-là des parents, moi, je comprends la personne qui parle parce qu'effectivement, quand on fait des certificats d'accompagnement, ils ne sont pas acceptés. Des fois, on est obligé de passer autre que le certificat d'accompagnement, alors que c'est une nécessité pour que ces personnes puissent bénéficier de jours de repos pour l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment les soins de base. Et moi, je pense qu'il faut plaidoyer justement pour que ces personnes puissent être heureuses et qu'elles puissent avoir aussi des droits et un soutien. Pardon, Nawal. Mais en fait, je suis en train de voir qu'il y a une question qui revient assez souvent. L'anxiété pourrait être un facteur de risque du cancer ou encore le stress peut causer le cancer et à quel pourcentage? Est-ce que le cancer avec un stress sévère du travail, enseignement par exemple, peut ralentir la guérison totale de la maladie? Donc, plusieurs questions toujours avec le lien entre cancer et anxiété. Donc là, on répétera jamais assez que non, le stress seul ou un milieu toxique psychologique ne va pas causer un cancer. Il faut, je pense, arrêter. Le cancer est vraiment multifactoriel. Là encore, on le dit, on le redit. Il peut être génétique, il peut être dû à une toxique environnementale, etc. Et on ne peut pas donner de pourcentage parce que ça n'existe pas. Alors, je suis ravie de voir nos professionnels de santé porter cet intérêt à l'égard des thérapies intégratives qui ciblent corps et esprit. En tant que patiente, où peut-on trouver au Maroc des centres qui appliquent ces thérapies? La maison d'Azrour, qui fait un travail exceptionnel dans certains centres de radiothérapie et d'oncologie. Donc, on n'a pas le droit de faire de publicité, mais il faut savoir que certains centres proposent justement des thérapies intégratives. Alors, les médecins oncologues sont aussi concernés. Traiter des malades cancéreux et les voir mourir n'est pas facile. Comment gérer ses émotions quand on est face, on va dire, à des situations qui sont difficiles pour les soignants? Ouais, je pense que bon, je pense qu'on peut répondre toutes les deux. Chacun a ses moyens. Hein. Certains vont faire des psychothérapies en parallèle. D'autres vont trouver un exutoire tel qu'il soit. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être quelque chose en rapport avec le spirituel. Je pense qu'on n'est pas tous égaux devant les émotions. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Nisrine? Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un sujet à débattre parce qu'il y a une souffrance et c'est vrai que toutes les personnes, elles sont pas égales. Il y a des gens qui arrivent à supporter et qui s'en sortent bien. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas ou après un certain nombre d'années n'y arrivent plus comme c'était le cas. Et là, vraiment, moi, c'était depuis déjà un bon nombre d'années que j'en parle. Je voudrais qu'il y ait un débat sur la santé mentale des soignants
et qu'on puisse trouver effectivement, il y a des gens qui font du sport intensif, des choses pour pouvoir compenser l'énorme stress. Et là, surtout, c'est la charge émotionnelle. C'est la charge émotionnelle qui est très importante et pesante. Des fois, j'ai l'impression qu'on s'engage trop et qu'on craint beaucoup plus pour le patient que lui-même. Donc, aussi, si tu as un commentaire à dire par rapport à ce point-là. Oui, oui, justement. Là, j'ai été étonné la première fois où j'ai commencé à faire des consultations de psycho-oncologie. J'ai vraiment été étonné de voir que ça m'impactait plus que ma consultation habituelle. Vraiment, j'avais l'impression qu'en faisant des années de psychiatrie et de psychothérapie, ça allait comme une lettre à la poste. Et je m'étais vraiment rendu compte que ma demi-journée où je voyais des patients comme ça, c'était la demi-journée la plus difficile de la semaine. Donc, c'est là où je me suis dit, mais comment vous faites alors que euh, je me dis que je pouvais utiliser les outils que j'utilise en psychothérapie pour essayer de gérer effectivement les choses de façon à ce qu'avec le temps, ça soit dans une... Moi, c'est pour ça que je vais être plus partisan du fait qu'il va falloir se former à des choses pour lesquelles qui peuvent être utiles pour gérer ses propres pensées en tant que soignant, gérer ses propres émotions, apprendre deux compétences clés. La première étant analyser ses réactions et la deuxième étant mettre en place les outils et persister à appliquer ces outils jusqu'à ce que ça devienne automatique. Donc, puisque généralement, il y a des fois des demandes qui viennent de soignants comme ça, qui veulent des formations concernant le sujet. Mais la difficulté, c'est que ça va être une formation qui va vous donner l'information. Mais si vous voulez vraiment acquérir la compétence, il va s'agir de la répéter jusqu'à l'automatiser. C'est comme pour conduire une voiture. Au début, c'est laborieux, mais puis après, ça devient automatique. Donc, si vous voulez, chaque fois que vous ayez une pensée, discuter votre pensée ou penser à votre émotion et faire un exercice de respiration, si vous voulez y arriver, il faut vraiment persister dans l'exercice. Certains n'auront pas besoin de formation, auront besoin juste d'un bon bouquin. Il y a des self-help, il y a des bouquins très bien qui permettent d'aider des personnes. Et puis, il y a d'autres qui auront besoin de l'aide beaucoup plus de quelqu'un, comme l'a dit Dr Bouyer, d'une psychothérapie ou autre. Mais pour l'essentiel des personnes, ça peut être juste un bon livre et surtout de la persistance à appliquer les exercices jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Oui, c'est important dans la mesure où on va gagner certaines années, c'est-à-dire des années de... En tout cas, de qualité de vie. C'est ça, parce qu'on en arrive à un certain point, on commence à avoir de bons réflexes, mais vaut mieux généraliser l'information pour qu'il n'y ait pas d'années perdues. Alors, essai versus erreur versus méthode expérimentale. Je trouve que c'est pareil. Ça, c'est Samer Ayoub qui le dit. En psychiatrie, il y a beaucoup de zones d'ombre pour se limiter aux résultats d'études multicentriques validées, trop peu nombreuses car difficiles à mettre en place. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est pour vous, docteur Kobila Adil. Oui. Je ne sais pas. Après, on peut toujours réinventer la roue. Pourquoi pas? On peut trouver quelque chose de meilleur que la forme rente pour faire avancer un véhicule. Moi, je vous dirais non. On ne réinvente pas la roue. C'est une perte d'énergie énorme. On a passé 2000 ou 3000 ans à faire cette médecine d'essai-erreur et on sait ce qu'elle nous a donné. Et puis, on a vu ce qu'en quelques décennies de médecine expérimentale, on a pu avoir. Et ce n'est pas parce qu'on a des zones d'ombre que la médecine expérimentale n'a pas fait des avancées énormes. Les zones d'ombre vont rester puisque le corps est très compliqué. Et le corps, vous avez un organe qui est encore plus compliqué, qui est le cerveau. Et cet organe-là a des fonctions encore plus compliquées qui sont les pensées et les émotions. Et c'est normal que la science expérimentale, qui a commencé il y a à peine quelques décennies, ne réponde pas à ça. Mais vous imaginez ce que vous êtes en train de dire, c'est que la méthode la plus rigoureuse n'a pas été suffisante. Du coup, je reviens à l'ancienne méthode. Moi, je pense que pas. Non, si la méthode la plus rigoureuse n'a pas été efficace, il faut trouver d'autres méthodes encore plus rigoureuses et continuer à avancer. Puisque si vous ne faites pas ça, je ne sais pas si vous êtes soignant, mais vous savez, à n'importe quel moment, quelqu'un peut vous sortir et dire « je peux soigner telle chose ». Et il peut vous l'affirmer, il vous apportera ces 5 ou 6 personnes qui ont été soignées. La méthode expérimentale, c'est vraiment ce qui permet de différencier le soin du charlatanisme. C'est ce qui permet vraiment. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure,
quand on utilise la médecine expérimentale et ce n'est pas suffisant, mais bien sûr qu'il faut s'offrir aux autres, effectivement, et essayer et même les proposer. Mais commencer par priorité par les thérapeutiques pour lesquelles on a une preuve. Si on sait que telle chimiothérapie améliore la survie à 5 ans d'une façon énorme, eh ben, je ne vais pas commencer par quelque chose de naturel, ben, je vais commencer par cette chimio. En faisant cette chimio, je veux rajouter autre chose, pourquoi pas? J'en discute avec mon médecin. Donc, voilà mon point de vue concernant médecine expérimentale et essai-erreur. Alors, une autre question. Pourquoi, à l'annonce du diagnostic d'un cancer, les médecins mettent une pression énorme au patient, ne lui laissant pas le temps de la réflexion et de prise de recul, ce qui augmente considérablement le stress et le désespoir? Qui va répondre à cette question? Alors, le pourquoi, c'est, je pense que c'est peut-être de la maladresse. Il faut savoir qu'annoncer un diagnostic de cancer ou de rechute, c'est très, très compliqué pour les médecins. C'est très difficile et c'est vrai qu'il y en a qui ont la manière, d'autres non. Je soupire parce que je ne sais pas quoi trop dire pour prendre la défense. Je te rejoins complètement. Oui, je te rejoins complètement parce que des fois, c'est vraiment la détresse du médecin. C'est ce que j'étais en train de dire depuis le début, c'est que le médecin, il a du mal à communiquer et des fois, il fait une mauvaise communication, c'est-à-dire il a des informations à donner et il croit qu'en disant les choses un peu crues, qu'au moins, il sera sûr que la compréhension du côté patient a été bonne. Et là aussi, je pense que de plus en plus, il y a des séances de formation sur l'annonce d'un diagnostic difficile. Et vraiment, je pense qu'on est de mieux en mieux outillés pour pouvoir faire face à cette situation. Et il est vrai que certainement les erreurs à faire, c'est de ne tout balancer d'un seul coup. Des fois, le médecin, il commence par dire des choses qui sont très négatives à propos de la maladie, juste pour qu'il soit sûr que le patient, il a bien intégré l'information, qu'il ne va pas être perdu de vue, qu'il ne va pas être dispersé. Et finalement, des fois, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et je reprends ce qu'elle a dit, Dr B, totalement, ce n'est pas pour casser vraiment le malade et casser son état d'esprit. Donc, effectivement, il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Voilà. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs manières de faire l'annonce. La plus douce, la plus douce doit être aussi très claire. Hein. Il ne faut pas donner il faut pas mentir au patient, il ne faut pas lui donner de faux espoirs, mais il faut toujours laisser une porte ouverte. Voilà. Mais voilà ce que je vous propose. Il y a quelque chose à faire. On a souvent des choses à faire. Il faut mettre la manière pour l'annoncer. Et ça, c'est vrai que les médecins ont souvent un effort à fournir pour s'améliorer dans ce sens-là. Je pense qu'on a pris toutes les réponses, toutes les questions. Alors, Madame Gherbi, est-ce que vous avez des remarques ou des questions de votre côté? J'avais pas mal de questions, mais elles rejoignent ce que vous avez traité, donc c'est bon. Je vous remercie. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions à traiter sur les questions-réponses, non? Non, on les a toutes. Très bien. Une seule peut-être par rapport à l'hypothyroïdie. Alors, la dépression fait partie des symptômes. Alors, j'ai du mal à lire. Des symptômes de la baisse de l'hormone TSH, par exemple. Est-ce qu'il faut prendre en charge ces dépressions ou soigner la cause? Je crois que la réponse est claire. Il faut d'abord soigner la cause. Exactement. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus logique. Je pense que c'est bon, hein, Madame Gherbi. Très bien, donc on peut conclure alors. En tout cas, un très grand merci à vous pour vos excellents exposés ainsi que pour toutes les clarifications, les précisions et toutes les informations précieuses que vous nous avez apportées ce soir. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre site.
Et voilà, donc merci encore et bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous Au revoir. aussi. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.